Mission du Conseil supérieur de la communication à l'intérieur du pays, à Dosso où il se trouve, le président du CSC a effectué une série de visites. Protocole d'accord entre le ministère et les étudiants des écoles d'enseignement professionnel et technique, un protocole qui vise à dynamiser la formation professionnelle et technique au Niger. Cure Salé, édition 2014, les préparatifs vont bon train à Inger. Monsieur, Madame, bonsoir. Tout d'abord, les couleurs du ciel avec les services de la météorologie nationale. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zender, Maradi, le sud de Ader, l'Arewa et sur le Dandi. Présentation Ousmane Bao. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Ce matin, c'est une bonne couverture nuageuse qui est observée sur toute la bande sud du pays, suite au passage en cours de soirée d'une vaste zone pluvio-orageuse qui a d'ailleurs précipité sur le sud des régions de Zender, Maradi et sur le Dandi. De l'après-midi, la couverture nuageuse a persisté sur les régions du fleuve. Toutefois, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition par endroits. Ainsi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18 heures la présence des cellules orageuses sur la Magaram, un amas nuageux sur l'Aïr et une vaste zone pluvio-orageuse sur le nord-ouest Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zender et de Maradi, le sud Ader, l'Arewa et sur le Dandi. Des tendances orageuses seront aussi observées sur le Tamesna. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse que nous prévoyons sur le sud des régions du fleuve, le sud Ader et sur le sud des régions de Zender et de Maradi. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. À l'Assemblée nationale, réaction cet après-midi de la majorité parlementaire suite à l'interview qu'avait accordée à Mamadou à l'hebdomadaire Jeune Afrique sur les raisons de son départ de Niamey. Il s'agit pour les députés de la majorité de lever certaines équivoques dans les propos tenus par Hama Amadou. Un extrait de ce point de presse du groupe parlementaire de la majorité. Vous avez écouté, ou plutôt lu, comme nous, les propos tenus par M. Amadou dans ce journal. Moi, j'ai retenu que M. Hama a essayé d'expliquer que la question de trafic des bébés du Nigeria n'est rien d'autre qu'un complot politique visant à l'éliminer de la course pour le fauteuil présidentiel qui aura lieu dans un peu moins de 2 ans ici au Niger. Monsieur Amadou, vous savez, depuis un certain temps, essaye de faire comprendre à l'opinion internationale, parce que l'opinion nationale, elle, est suffisamment informée, a suffisamment compris ses intentions. Donc, M. Hama essaye de faire comprendre à l'opinion internationale qu'il est harcelé parce qu'il est le principal opposant à Mahamadou Issoufou pour les prochaines élections. Ce qui est archi faux. M. Amadou n'est pas le principal opposant. Des élections ont eu lieu dans ce pays. Il a occupé la 3e place. Il y a un chef de file de l'opposition, à la personne de Seyn Oumarou, président du MNSD Nassara. Donc je m'inscris en faux. M. Amadou n'est pas le principal challenge de M. Mahamadou Issoufou
pour les élections à venir. Si je reviens à l'interview, donc je disais tantôt qu'il a essayé de faire comprendre que c'est un faux dossier, l'affaire des bébés importés est un faux dossier, et que c'est un complot politique visant tout simplement à l'assassiner. Et comme preuve qu'il brandit à l'opinion nationale et internationale, M. Hama prétend, n'est-ce pas, avoir détenu des preuves selon lesquelles le président Issoufou a fait venir un poison de la Libye. Vous comprendrez que le choix de la Libye n'est pas fait au hasard. C'est un État, un pays aujourd'hui dont l'État est presque inexistant, un pays sans une autorité centrale qui peut être amenée à réagir quand elle est, disons, accusée par une organisation ou par une personnalité d'un pays quelconque. Donc il n'a pas choisi la Libye par hasard. Il prétend que M. Mohamed Issoufou, le président Issoufou, a fait venir un produit qui va lui être injecté quelques jours après son arrestation et qui agirait quelques mois après, donc pour le faire mourir à petit feu. C'est ce qu'il a expliqué, mais le journaliste qu'il a interviewé a quand même été vigilant. Il a posé des questions par rapport au fond, il lui a posé des questions par rapport au fond du dossier. Le fond du dossier, c'est quoi? C'est le trafic des bébés. Monsieur Amadou, as-tu acheté des bébés, oui ou non? La réponse de Monsieur Hama a été que non, il n'a jamais été impliqué dans ce trafic. C'est ce qu'il a répondu. Et quand le journaliste lui a demandé mais pourquoi sa femme est allée accoucher à Lagos, après avoir affirmé que tout le monde a vu sa femme enceinte à Niamey, donc il a essayé, n'est-ce pas, de, si vous voulez, de charger sa femme, parce que M. Hama a répondu aux journalistes que non, sa femme est allée à Lagos à son insu, parce que lui, il était au Maroc quand elle est allée accoucher. Voilà la réponse que M. Hama a donnée. Malheureusement, il a donné raison à un de ses proches qui, dans un point de presse il y a quelques semaines, qui a dit dans son point de presse que connaissant l'homme, étant un de ses proches depuis plusieurs années, il est certain, il est sûr et certain que M. Hama va lâcher son épouse. Malheureusement, l'histoire lui a donné raison. À travers cette interview, il a lâché son épouse parce qu'il a dit qu'il n'est pas au courant, il n'était pas au courant de son départ à Lagos pour ramener les deux jumeaux qui sont aujourd'hui en sa possession. En ce qui concerne aussi le test ADN, vous avez relevé que M. Hama a dit que non, lui, sa religion lui interdit de faire le test ADN et que c'est à la femme, c'est à son épouse de le faire. En résumé, il faut comprendre que M. Hama a lâché sa femme, M. Hama a menti. Oui, c'était là Zakari Oumarou, président du groupe parlementaire PNDS Daria. Nous reviendrons plus en détail sur les autres interventions et marquer ce point de presse, en l'occurrence celle des honorables députés Assoumane Malam Issa et Abdul Moumouni Ousmane. Ce sera en partie magazine de cette édition. Une audience au cabinet du Premier ministre Brigitte Raffini s'est entretenue ce matin avec une délégation du Sénat français conduite par le sénateur Philippe Viantamba. Entre autres sujets abordés, les questions de sécurité.
Nous sommes une délégation du Sénat de la République française, 3 sénateurs appartenant au groupe d'amitié avec toute l'Afrique de l'Ouest et en particulier avec le Niger. Nous appartenons dans notre pays à la majorité et à l'opposition et nous avons en commun le souhait de vouloir connaître et suivre le plus près possible l'actualité du Niger, les problèmes rencontrés par votre pays, le développement du Niger, et cette fois-ci, nous nous préoccupons en particulier des problèmes de sécurité dans la zone sahélienne, qu'il s'agisse d'ailleurs du Niger ou du Mali. Donc nous avons souhaité rencontrer la majorité et l'opposition et rencontrer bien sûr le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui poser des questions sur l'évolution du Niger, les mesures qui sont prises, les attentes de votre pays quant à sa coopération avec la France. Je pense qu'aujourd'hui le Niger est un îlot de sécurité entouré par des pays qui sont directement impactés par le terrorisme. On pense à la Libye, on pense au Nord-Mali, on pense maintenant aussi au Nigeria. Et heureusement que le Niger reste cet îlot de stabilité. Donc la France doit continuer à s'appuyer sur le Niger, à aider le Niger pour vraiment lutter contre le terrorisme et éviter qu'il étende ses réseaux. Donc nous avons là un enjeu très fort pour l'Afrique, mais également pour l'ensemble de la planète, puisque des réseaux terroristes peuvent frapper en Afrique, mais peuvent aussi frapper demain en Europe. Donc nos intérêts sont vraiment communs et il faut que nous puissions continuer à travailler main dans la main. D'ailleurs, la visite il y a quelques semaines du président Hollande était complètement dans ce sens. Il y a des liens très forts historiques entre la France et le Niger, des liens d'amitié. Il faut qu'on puisse continuer à maintenir ces liens, à travailler ensemble en matière de sécurité, mais aussi en matière de développement, puisque la pauvreté est aussi le terreau du terrorisme. Donc voilà, nous sommes là pour renforcer ces liens d'amitié, renforcer ces relations entre la France et le Niger, et nous allons continuer à y travailler ensemble. Le président du Conseil supérieur de la communication, Abdrahmane Ousmane, en mission dans la région de Dosso, a effectué une série de visites dans les organes de presse publics et privés. Ousmane Abdou, Habibou Bakou. Le président du Conseil supérieur de la communication, M. Abdrahmane Ousmane, a commencé ses visites au niveau des autorités coutumières. Ainsi, avec le sultan Zarma Koumaidan Saïdou de Dosso, ils ont évoqué la contribution des médias dans le combat pour la paix et la quiétude sociale entre les communautés. La délégation s'est ensuite rendue à la station régionale ORTN où, après les visites, le président du CSC s'est adressé à la population en direct sur les antennes de la station afin d'expliquer les différentes actions menées. Il a également visité les constructions dans le cadre de la fête du 18 décembre dont a bénéficié l'ORTN. Les médias ont reçu la visite du président à Dounia, Canal 3, Toubal Info, Ténéré, Souda et Farah, qui les a félicités et encouragés pour leur contribution très utile dans la sensibilisation et l'information, eux qui forgent les opinions et maîtrisent les techniques pour convaincre leurs cibles. Il s'est dit très satisfait de ces visites. Globalement, je me réjouis de l'esprit de franche collaboration qui existe entre les médias publics et privés, d'une part, et entre ces médias et les autorités régionales, communales et coutumières. J'ai particulièrement apprécié le fait que la station régionale ORTN de Dosso apporte son savoir-faire, son professionnalisme et même son assistance technique aux médias communautaires. Le directeur régional de l'ORTN m'a agréablement informé du fait que la station assure la formation des médias, des animateurs des radios communautaires, qu'ils prêtent parfois leur studio à ces mêmes médias pour enregistrer des émissions, ce qui est une très bonne collaboration. Les différentes visites que j'ai aussi effectuées auprès des autorités coutumières et régionales, administratives régionales, m'ont permis aussi de savoir que les médias apportent à ces différentes autorités leur concours dans la réalisation de leurs
fonctions et de leurs tâches administratives et coutumières, ce qui est aussi à saluer. Globalement, j'ai vu que certains médias privés, notamment, travaillent dans des conditions matérielles et techniques assez difficiles, dues parfois à la vétusté du matériel, à l'exiguïté des locaux. Nous avons dépêché une mission qui a procédé au contrôle de conformité technique, à des vérifications. Donc cette mission va nous faire le rapport, va déposer son rapport, et la prochaine session du CSC qui interviendra à partir du 22 septembre, plaise à Dieu, va voir dans quelle mesure nous pourrons apporter donc, des solutions aux problèmes que les médias ici à Dosso nous ont fait part. Signature ce matin à Niamey d'un protocole d'accord entre le ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique, l'Union des étudiants des instituts et écoles d'enseignement professionnel et technique. Cet accord vise à créer un cadre de quiétude et de sérénité dans les établissements professionnels et techniques. Les détails avec Djouari Isiaka, Askou Jibril. Ce protocole d'accord signé à la veille de la rentrée des établissements d'enseignement professionnel et technique augure une année académique dans la sérénité. Plusieurs problèmes pouvant faire l'objet de discordes et entraîner des perturbations ont été pris en compte et quelques dispositions prises. L'UEPTN est satisfaite de la réponse fournie par M. le ministre lors d'un point de presse sur le bilan des examens, de l'uniformisation de la rentrée dans toutes les écoles professionnelles sous tutelle du ministère de l'enseignement professionnel et technique, de l'octroi d'un minibus à tous les centres, de l'envoi en stage des sortants des centres de formation, de la transformation du centre technique Kalmaharo en lycée professionnel, de la création de nouvelles infirmeries dans les centres de formation de Niamey et la dotation de celles qui existent, de la réfection et de l'équipement des ateliers des centres de Niamey, l'insertion des étudiants ayant obtenu leur diplôme, de l'octroi d'un siège à la section de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, de l'envoi des professeurs pour servir au privé, de la participation de l'UEPTN aux évaluations, de l'exécution effective du programme, de l'augmentation des pécules des élèves. Compte tenu de ce qui précède, l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey prend l'engagement de faire de l'année académique 2014-2015 une année de sérénité et de quiétude nécessaire au bon déroulement des cours. Dans son intervention, le ministre de tutelle a relevé l'importance de cet accord et salué la maturité d'esprit des étudiants. Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord avec l'UIPTN. C'est un accord qui prend en compte l'intérêt de l'ensemble des élèves et étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui sont sous notre tutelle. Pour le conseiller du Premier ministre, c'est une innovation, car c'est la première fois qu'on assiste à de telles initiatives qui peuvent entraîner à l'avenir de très bons résultats. Les résultats des enquêtes sur l'industrie du transport au Niger étaient au centre des discussions ce matin au ministère des Transports. Outre les acteurs locaux, l'on notait également la présence à cette rencontre du représentant de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, rencontre présidée par le ministre des Transports, Saleh Seydou. Le compte-rendu de Hajarabaka et Tairos. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos, créée par les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria, a pour entre autres mission de faciliter la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor, de mener des études sur le commerce et le transport, mais également d'assurer le suivi d'un certain nombre d'indicateurs liés à la facilitation. Et c'est justement dans cette optique que s'inscrit la présente rencontre qui aura à restituer les résultats de l'étude sur les postes à contrôle juxtaposés, frontaliers et l'industrie du transport au Niger. Le poste de contrôle juxtaposé constitue la clé de voûte pour la collecte et la restitution des informations
afin d'améliorer les conditions de passage aux frontières. Les postes de contrôle juxtaposés constituent aussi les délais de livraison des marchandises, mais aussi la fluidité des trafics des passagers et marchandises dans une perspective de désenclavement du Niger, avec comme corollaire la levée de toutes les barrières ayant fait l'objet de multiples réunions auxquelles beaucoup d'acteurs ici présents ont participé. L'objectif visé est d'améliorer les conditions de passage sur les corridors, mais aussi harmoniser les rapports entre les différents acteurs de corridors et garantir un développement qualitatif de la profession par la formation de tous les acteurs. Pour le cas précis des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, il revêt un caractère particulier, en ce sens qu'il concerne le corridor, où transitent environ 70% des marchandises nigériennes. La collecte et le traitement de ces données permettront également de discuter, d'analyser avec les parties prenantes les résultats obtenus. Et ainsi garantir le succès de la mise en service du PCJ de Malanville, tout en prenant en compte vos diverses contributions pour l'amélioration du rapport, mais aussi en vous sensibilisant dès à présent sur la mise en service très prochaine du PCJ de Malanville, des gains que vous pourriez en tirer et des retombées positives sur le niveau de vie des populations de notre sous-région. Le directeur des transports, président du comité national de facilitation des transports Ataoulaye Zakwanou, a mis l'accent sur l'attente de l'ensemble des acteurs concernés pour la réalisation des actions complémentaires afin d'assurer l'effectivité de la mise en service des postes de contrôle juxtaposés. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, officiellement lancé ce mardi par le ministre de l'Élevage, Mahamana El Hadji Ousmane, c'était au Grand Hôtel du Niamey. Ce projet, qui regroupe les 6 pays du Sahel, sera d'un apport capital dans le développement du pastoralisme. Bachir Rabou, Salamatou Mamana Rabiou. Cette rencontre de Niamey regroupe les 6 pays sahéliens, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Elle consacre le lancement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel qui a pour but d'améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et agro-pasteurs dans les zones ciblées à travers les 6 pays sahéliens. Au cours de la présente journée, vos travaux et discussions porteront sur un rappel sur le projet régional d'appui au pastoralisme et de la note conceptuelle du PRAPS Niger, issue des premières réflexions concernant les activités identifiées. Le partage d'informations sur l'état d'avancement des activités entrant dans le cadre de l'élaboration du PRAPS, la mise en place de groupes thématiques par composante pour appuyer les consultants dans la formulation et l'élaboration d'une feuille de route. Enfin, le partage d'informations dans le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre politique de réinstallation des populations et le programme de développement économique et social. Ce projet est une initiative de la Banque mondiale qui est convaincue que le pastoralisme est essentiel pour l'avenir des systèmes de production animale de la zone sahélienne. C'est pourquoi nous apportons un soutien sans faille. Opérationnalisation de la déclaration de N'Djamena sur la contribution durable de l'élevage pastoral au développement et la sécurité des espaces saharo-sahéliens tels que déclarés en mai 2013. Déclaration qui a été suivie par celle de Nouakchott pour un pastoralisme sans frontières en octobre 2013, Monsieur le ministre. Le PRAPS s'inscrit donc résolument dans le sillage de ces travaux auxquels vous avez tous contribué à divers titres.
À noter que cette rencontre renforcera les initiatives en cours et permettra de dégager de nouvelles pistes en vue de valoriser toutes les opportunités pour conforter l'intérêt à soutenir l'élevage gage de la paix, de la sécurité et du développement des régions pastorales. Une délégation de l'association du port autonome de Lomé séjourne depuis samedi à Niamey. Conduite par le directeur général du port de Lomé, cette délégation a eu une rencontre d'échange ce matin avec les opérateurs économiques nigériens. Jocelyne Amoussou, Hadiza Hamidi. En tournée dans quelques pays de la sous-région, la délégation a fait la part belle au Niger où elle séjournera pendant 6 jours. Nous sommes ici d'abord pour rendre visite à des frères et à des amis, opérateurs économiques qui nous font l'honneur d'emprunter le corridor du Togo. Nous sommes ici pour présenter les projets et réformes en cours au port autonome de Lomé dans le pays qui vont faciliter et rendre fluide le trafic qui s'opère vers les pays de l'Interland. Les opérateurs économiques du Niger étant une aubaine pour le port autonome de Lomé, cette délégation, à travers cette séance de travail, veut évaluer la perception de ces opérateurs par rapport au port et définir ensemble des stratégies pour résoudre les problèmes persistants. Problèmes déclinés en mémorandum par les opérateurs économiques du Niger qui proposent certaines mesures en guise de solution. L'augmentation du délai de franchise des surestaries des conteneurs de 10 à 15 jours, soit de 30 à 45 jours. Le remplacement de la caution des conteneurs par une formule qui soit en phase avec le commerce de transit, caution du transitaire, bancaire ou toute autre garantie à fournir par le fournisseur. L'augmentation du délai de rotation des conteneurs en fonction des différentes destinations au Niger pour tenir compte des différentes tracasseries routières et de l'état des routes. La suppression des contrôles fictifs, des faux frais et des tracasseries relatives à l'accès au port. La diminution ou la suppression des nombreux postes de contrôle, source de retard en raison des arrêts intempestifs tout le long du corridor. Des suggestions dont certaines ont déjà été prises en compte par la délégation du port autonome de Lomé, selon son directeur général, qui définit clairement les innovations faites, dont figure en tête la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur et l'aménagement de plusieurs routes. La construction achevée du 3e quai équipé de portiques modernes par le groupe Bolloré. Cet outil va permettre de réaliser des gains de productivité sur les escales des navires et donc des marchandises. La suppression par la Direction générale des impôts du paiement IMF sur les véhicules d'occasion en transit. Une partie importante des préoccupations ayant été prise en compte, il ne reste plus qu'au directeur général du port autonome de Lomé d'informer les opérateurs économiques du Niger que l'Association pour la promotion du port autonome de Lomé, A2PL, sert de point focal pour toutes les autres préoccupations.